nous sommes partis avec cette belle emphase où on parlait du stade de Japoma pour embrayer à celui de Lembe, une belle infrastructure qui accueille la sous-poule A, la poule des Lions indomptables du Cameroun, qui se sont qualifiés au-delà de ce match nul. Et on va se reprendre dans ce match pour quelques minutes, mon cher Baudelaire, avec la complicité des internautes. Quelle appréciation faites-vous de ce match Cameroun-Cap-Vert? On a eu, en posant la question à certaines personnes, question à chaude, après le match, les avis étaient des avis de tir, c'est-à-dire on allait tout droit en citant le nom de tel joueur, il n'a pas bien joué, mais avec du recul. Baudelaire, avec du recul, vous avez une perception assez lucide, je vous en sais très très pointillant. Pour ce match donc, quelle appréciation faites-vous? Ben, je pense côté camerounais que sur le plan comptable, les objectifs ont été atteints. C'est-à-dire, on a là une équipe qui a disputé 3 matchs, qui en a gagné 2 pour un nul. Ça fait 7 points pris sur 9 possibles. On a là une équipe qui sort quand même de la phase de groupe en étant jusqu'ici la meilleure attaque de cette compétition avec 7 buts marqués contre 3 seulement encaissés. Je ne pense pas que ce soit le moment de lui faire un procès. Je pense que les Lions du Cameroun, c'est vrai, pour certains, au regard de l'attitude même, ils auraient voulu terminer sur une victoire, mais ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas. Pourquoi? Parce qu'en face, on avait également une équipe du Cap-Vert qui jouait sa qualification, qui jouait surtout une 3e place parce que match nul arrangeait clairement leurs affaires et ça a été le cas parce que avec ce point du nul, le Cap-Vert se retrouve 3e avec 4 points donc est désormais obligé d'attendre les résultats complets pour savoir s'il devra terminer parmi les meilleurs 3e. Donc vous vous rendez compte que ce n'était pas évident. Ce n'était pas évident. Pourquoi? Parce que le Cameroun n'est pas une formation qui a souvent l'habitude de s'imposer face au Cap-Vert. Donc ça, pour les superstitieux, je pense qu'ils s'y attendaient un tout petit peu parce que sur les dernières confrontations, je pense celle la plus récente, il y a sur le chemin des éliminatoires de cette CAN, le Cap-Vert nous avait tapé du côté de Praia 3-1. On avait eu du mal ici à domicile pour les battre. On s'était quitté sur un score nul et vierge de 0 but partout. Il y a ces souvenirs de 2012 sur le chemin du mondial en Afrique du Sud où le Cap-Vert nous avait toujours damé le pion du côté de Praia. Le retour, malgré le 2-1 du Cameroun, on n'avait toujours pas réussi à se qualifier pour le mondial en Afrique du Sud. Donc, il y a ces faits historiques-là qui auraient dû nous mettre la puce à l'oreille pour nous faire comprendre que ça ne sera pas une partie de plaisir. Maintenant, au regard du scénario du match, on se retrouve en train de jouer une rencontre où, pour la première fois, on ne se retrouve pas mené. Au contraire, on mène au score à la mi-temps et on revient. Il y a toujours ces errements défensifs, ces petits soucis défensifs-là qui nous font défaut durant cette compétition. Donc je pense que globalement, quand on regarde bien la performance des Lions indomptables du Cameroun, il y a des points sur lesquels on peut s'extasier et se dire le contrat, il a été rempli parce que l'objectif au départ, c'était de terminer premier de ce groupe, c'était de rester du côté de Yaoundé et à Olembe. Ça, clairement, est-ce que sur ce plan-là, l'objectif a été atteint? Je dirais oui, ça c'est clair et c'est évident pour tout le monde, pour les internautes. Maintenant, quand on revient sur le contenu que les poulains de Tony Conceição nous ont proposé en 3 matchs, il y aura toujours des choses à redire. Je ne sais pas s'il faudrait que j'analyse la rencontre ou alors la performance des Lions compartiment par compartiment. On va y aller, oui. Mais ce qui est sûr, c'est que la prestation générale en 3 matchs des Lions indomptables du Cameroun, il y a forcément des choses à redire, énormément même, je pense. Et pour ce match, on en parlait en off tout à l'heure. Toute la Dream Team de production de ces foot réunis, y compris ceux qui sont derrière les caméras, on n'a pas besoin de faire une fixation. Mais des rumeurs de tout ce qui allait dans tous les sens sur les réseaux sociaux, a tiré à boulet rouge sur, par exemple, le gardien de but pendant une compétition. Cela n'est pas avantageux pour ce dernier. Mais fort heureusement que c'est un compétiteur. Oui, c'est un compétiteur. Des compétitions pareilles, il en a disputé. Je pense qu'il connaît l'exigence du haut niveau parce qu'en Europe, avec son club, l'Ajax, il a eu à disputer la Ligue Europa où il a atteint une finale perdue face à Manchester United. Il a eu à disputer la Ligue des Champions européenne, malheureusement demi-finaliste malheureux, perdu face à Tottenham. Donc je pense que l'exigence du haut niveau, André, aujourd'hui, il mesure l'importance et les attentes qui repose clairement sur lui. Maintenant, dire qu'il faut tirer à boulet rouge, moi je pense que les Camerounais sont dans une logique où ce poste de gardien de but nous a apporté
d'énormes assurances durant les années passées, qu'aujourd'hui, on ne conçoit pas que dans une compétition comme celle-là, le Cameroun ait en disputé 3 rencontres et encaissé 3 buts. Donc je pense que c'est pourquoi, c'est ce qui justifie aujourd'hui les critiques acerbes des Camerounais vis-à-vis d'André Onana. Il y a également ce côté nostalgique-là des internautes ou alors des Camerounais vis-à-vis d'André Onana, vis-à-vis de Fabrice Ondoa, qui revient, cet aspect nostalgique qui revient permanemment pour nous rappeler que non, on a quand même là un gardien qui nous a aidé à remporter la CAN 2017 et qu'on a laissé sur la touche pour faire appel à un autre qui nous avait zappé en 2017 parce qu'il avait été convoqué par Hugo Bross à l'époque, mais il avait décidé de se focaliser avec son club pour avoir plus de temps de jeu. Mais Fabrice, lui, il était venu et il nous a conduit au sac. Donc je pense qu'il y a surtout ce mélange entre ce sentiment nostalgique et les performances actuelles des deux, aussi bien en club qu'en sélection. Maintenant, de façon objective. Je vais être objectif aujourd'hui parce que c'est surtout avec ASIF où on traite de l'information de façon objective. Il faut dire aux internautes qu'il faut faire table rase de ce qui s'est passé. Aujourd'hui, nous parlons d'un gardien de but dont le patriotisme n'est plus à mettre à l'épreuve parce que André nous a montré à plusieurs reprises qu'il est un patriote, qu'il est camerounais, qu'à chaque fois qu'il arbore le maillot du Cameroun, il se donne à 100%. Quand vous regardez ces 3 rencontres qu'il a disputées, hormis la mauvaise appréciation qu'il a faite lors du premier match face au Burkina Faso, sur les 2 derniers, on se rend clairement compte qu'il n'est pas fautif sur les buts. On ne peut pas lui faire le reproche d'avoir encaissé 2 buts sur lesquels la défense aurait pu fortement lui donner un coup de main ou alors la défense aurait pu faire preuve de vigilance. On ne peut pas lui faire un procès pour cela. Je pense qu'on est un peu dur vis-à-vis d'André aujourd'hui. C'est vrai qu'on est, compte tenu de son statut, compte tenu du fait qu'il fasse partie des meilleurs gardiens au monde et l'un des meilleurs gardiens en Afrique, on soit un peu plus exigeant vis-à-vis de lui. Mais parfois, en étant exigeant, il faut situer les choses dans leur contexte. On a une défense qui jusqu'ici ne rassure pas. La preuve, c'est que en 3 matchs, le technicien portugais Antonio Conceição a dû faire recours à 3 charnières différentes. Premier match face au Burkina, il nous fait jouer Gandeux et Ongene. Deuxième match face à l'Éthiopie, il nous fait jouer Gandeux et Castelletto. Troisième match, il nous fait jouer Gandeux et Mukudi. Vous sentez qu'à un nouveau, il y a une frisolie. L'entraîneur est frileux, l'entraîneur est dubitatif. L'entraîneur ne sait pas exactement quelle est la paire qui pourrait apporter satisfaction. Et à force de changer, il y a un équilibre qui est rompu. Et derrière, ça laisse un boulevard. Donc aujourd'hui, on fait un faux procès à André Onana. Aujourd'hui, on fait carrément un faux procès à ce joueur. Pour en venir à cette charnière centrale, oui. Chaque mise à l'épreuve, pour ce qui est le cas des joueurs qui ont été choisis, notamment la variété Castelletto, Mukodi et Ongene, chaque charnière finalement a encaissé un but. Oui, chaque charnière a encaissé un but. Oui, c'est l'un des, je vais dire, je ne vais pas parler de déception, mais je vais dire c'est l'un des chantiers. Quand on regarde les 3 matchs que le Cameroun a disputés, je pense que sur les 5 jours qui nous séparent de notre 8e de finale, c'est l'un des réels chantiers sur lesquels il faudra se baser. Vous êtes rassuré sur les côtés, les latéraux? Je peux dormir tranquille en me disant côté gauche, Tolo va faire le boulot, côté droit, Faye va le faire. Mais à l'axe, vous avez fait le même constat que moi lorsque nous sommes en situation défensive. Soit Gandeux est pris de court et celui qui l'accompagne ne suit pas, soit alors c'est celui qui l'accompagne qui est pris et Gandeux est un tout petit peu trop attentiste. Donc je pense que sur les 5 jours qui nous séparent de notre 8e de finale, il va falloir travailler cela. La bonne paire, c'est-à-dire que trouver celui qui va jouer ce rôle de complémentarité avec Michael Gandeux, je pense, je ne sais pas qui pourrait jouer ce rôle aujourd'hui, mais je pense que le sélectionneur est mieux placé que moi pour juger la façon, le joueur qui entretient un feeling plus avancé, parce que ce genre de truc, ça se sent au flair, c'est le feeling peut facilement passer entre je vais dire Gandeux et Mukudi qu'entre Gandeux et pourquoi même à chaque fois mettre Gandeux, pourquoi tenter pas une autre personne? Peut-être c'est Gandeux le problème, on ne sait jamais. Parce qu'à chaque fois, on a vu Gandeux titulaire, un autre là. Pourquoi pas tenter peut-être Castelletto Ongene ou alors Mukudi Ongene pour essayer de voir aussi ce que ça va donner. Peut-être que si à chaque fois, celui qu'on a associé en Gandeux n'a pas fait l'affaire,
C'est Eh peut-être bien, que c'est qu'on pas fasse que... reposer Ngandou et qu'on essaye d'autres personnes. Oui, Pour voir. c'est peut-être aussi parce que c'est Ngandou le problème. Si à chaque fois ça n'a pas fait l'affaire, c'est pas forcément celui qui a été associé à Ngandou qui serait le problème. C'est peut-être Ngandou qui est là depuis qui est le problème. Donc je pense que tant qu'on n'a pas réussi à trouver cette complémentarité à l'axe, parce que c'est ça, cette complémentarité, c'est-à-dire des joueurs qui s'entendent, des joueurs qui communiquent par télépathie, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin, ils n'ont pas besoin de communiquer, ils ont juste besoin de se regarder. À l'époque, on a vécu ça en sélection, on avait l'axe Rigobert Song, Raymond Kala. Oui. C'est-à-dire que ces deux-là, c'était des monstres. Ils n'avaient pas besoin de se parler. C'est-à-dire que quand Rigo regardait Kala, Kala savait que non, il doit reculer, il doit baisser d'un cran. Quand Kala regardait Rigo, Rigo savait que bon, ici je dois monter sur le corner, ici je dois rester. Donc c'est un peu ce qui manque aujourd'hui à la défense camerounaise. Je pense que si on résout ce problème-là, on aurait résolu l'un des chantiers les plus importants et l'un des chantiers sur lesquels on doit véritablement s'attarder. Je pense que c'est la défense aujourd'hui. Eh bien, là, l'entrejeu, on quitte du gardien pour la défense. Et maintenant, nous voici au cœur même, dans le vivier du jeu productif camerounais, les milieux de terrain. Là aussi, on sent une petite hésitation de l'entraîneur, même s'il continue à nous proposer Ngamaleu, Zamboanguissa, qui véritablement n'ont pas été monstrueux. Ce sont des bons joueurs, mais n'ont pas montré toute la palette technique dont on les connaît dans leurs clubs respectifs en Europe. Pourquoi tu parles de petite hésitation? Mais c'est une grande hésitation de l'entraîneur. C'est une grande hésitation que tout le monde soit en train de dire Franck, il n'est pas bien. Anguissa, depuis le début de la compétition, n'est pas à 100%. Et pourquoi le titulariser à chaque fois? Donc, ce n'est pas une petite hésitation. C'est répéter, il n'y a pas mieux que lui. Puisqu'on a vu. Non, pas qu'il n'y a pas mieux que lui. Koundé Malone n'est pas assez offensif. Il ne porte pas beaucoup plus de jeux vers l'avant. Il y a mieux que lui sur le banc de touche. Moi, je veux prendre des joueurs qui peuvent aujourd'hui faire l'affaire. Il y a Omgwet qui peut jouer en 6 aujourd'hui. Si on part sur un système en 4-2-3-1, on a Omgwet qu'on peut associer à Ivan Niou qui vont faire l'affaire. Il y a des joueurs sur le banc qui peuvent le faire. Il y a des joueurs, mais c'est parce que on a un staff qui est frileux. On a un staff aujourd'hui qui part sur des idées de jeu calées, figées. On ne peut pas avancer. Avec un joueur comme Franck Zamboanguissa, s'il n'est pas à 100%, s'il ne peut pas se donner à 80% ou à 90%, ben on le met en concurrence saine. On le met en concurrence, et pour le mettre en concurrence, on fait quoi? On ramène des joueurs comme Ivan Neyou dans ce 11 entrant. Et moi, je dis Dieu merci parce qu'un joueur comme Jean Onana il s'est remis de sa petite blessure. Il a eu quelques minutes de jeu face au Cap-Vert. Moi, je remercie le ciel parce que lui, il revient. Jean Onana, c'est un milieu de terrain, un atout offensif, un atout au milieu supplémentaire qui pourrait nous aider pour les matchs à venir. Donc moi, je dis aujourd'hui, l'entraîneur, sur ce point-là, est frileux. Il est frileux parce que Franck n'est pas bon. Il faut le dire. On ne marche pas nos mots. Franck, il n'est pas bon. Il n'est pas bon. Et il n'est pas bon pas parce que c'est pas un joueur bon. Il n'est pas bon parce qu'on a l'impression qu'il joue la suffisance. Il n'est pas bon parce qu'il ne se donne pas à 100%. Parce que je dis, et je le répète aujourd'hui, un Franck Zamboanguissa à 100% dans ce milieu de terrain, le Cameroun gagne la Coupe d'Afrique des Nations. Mais à ce rythme-là, si on ne le met pas en concurrence saine, je ne vois pas aller loin dans cette compétition parce que si le milieu de terrain est mis à chaque fois en difficulté, c'est sûr que les défenseurs vont souffrir et le gardien derrière n'aura plus que, je vais dire, ses gants pour, je ne sais même pas, parce que sauver les meubles ne suffit même pas. Donc aujourd'hui, clairement, si Franck n'est pas mis en concurrence saine dans cet effectif-là, on ne pourra pas avoir le résultat escompté, notamment dans ce milieu de terrain. Et vous verrez que c'est ce qu'on reproche à l'entraîneur concernant la défense, c'est-à-dire la titularisation permanente de Ngandou, c'est ce qu'il reproche au milieu de terrain avec la titularisation permanente d'un joueur comme Franck Zamboanguissa, alors qu'il y en a au milieu de terrain qui peut faire l'affaire. Moi, je vous dis, pourquoi ne pas donner sa chance à Ivan Neyou? Il peut faire le boulot. Pourquoi Jean Onana? Il revient, il peut faire le boulot. On a un jeune comme Samuel Umgwet qu'on peut ramener un cran en dessous pour qu'il joue. Il y a Martin Onla qui est là, il peut faire l'affaire. Si on décide d'écarter, du moins provisoirement, Zamboanguissa, je pense que le joueur, mentalement, ça va le travailler et ça va le pousser à se remettre en cause et à fournir beaucoup plus d'efforts que ce qu'il fournit actuellement. Alors, de notre façon de voir les choses, on a comme l'impression que l'entraîneur national, Conceição, a ses joueurs clés.
dans les buts entre Nana. Il nous l'a dit, il nous l'a dit, il nous a dit, il nous l'a dit lors, je veux dire, d'une rencontre internationale ici du côté de Douala. Il nous avait dit qu'il avait déjà ses soldats de réserve. Donc, c'est pourquoi je dis, c'est un entraîneur calé, c'est un entraîneur figé sur ses idées de jeu. Maintenant, on peut comprendre, si au bout, il y a le résultat, oui, mais tant qu'il y aura certains maillons du système qui ne voudront pas s'aligner à la façon de faire, à la façon à l'ADN type du fighting spirit de ce que nous recherchons dans cette équipe-là. Je pense que c'est tout le système qui sera malheureusement en problème, remis en cause. Donc, il va falloir revoir ça. C'est-à-dire que dans son système de jeu, il y a certains maillons de ce système-là qui ne sont pas à fond, qui jouent la suffisance. Et c'est ça qu'il va falloir travailler, c'est ça qu'il va falloir changer pour que le Cameroun puisse continuer sa compétition de façon sereine. Quand on porte dans le jeu vers l'avant, nous avons d'un côté Vincent Aboubakar, de l'autre Karl Toko Ekambi. Et vous n'avez pas aussi là l'impression qu'il faut peut-être donner une chance, ou alors il fallait donner même cette chance déjà au match qui est passé récemment, puisqu'on n'avait plus une pression, de voir au mieux s'exprimer Jay Clinton. Il vous convient, Jay Clinton, à chaque fois qu'il... Mais moi j'ai un souci avec ce joueur, Ndji. C'est un joueur qui était pétri de talent. Je ne veux pas dire moyen de cette canne. C'est un joueur, vous savez, en 2014, quand je vois Ndjé jouer pour la première fois sous les couleurs du Cameroun, je me dis, à la Coupe du Monde, Eto'o, on l'a certainement perdu, mais là, on retrouve un autre joueur. Moi, j'ai vu ce joueur prester à Yaoundé contre la Côte d'Ivoire. Il avait inscrit un doublé ce jour-là. Je me suis dit, c'est fini, nous sommes partis pour retrouver le remplaçant de Samuel Eto'o. Mais j'ai été déchanté par la suite parce que c'est un joueur qui était pétri de talent. Quand je le voyais évoluer à long, je me disais, mais quel joueur fantastique. Et derrière, ça n'a pas suivi. Donc aujourd'hui, le retrouver là, je vais dire peut-être qu'il mérite sa place aujourd'hui dans cet effectif-là. Mais le souci, c'est que à chaque fois, depuis le début de la CAN, à chaque fois qu'il a eu l'occasion de bénéficier de 10 minutes, 20, voire 30, il n'a pas su les mettre à profit. Et c'est ce qu'on repousse à ce joueur. C'est qu'à un moment donné, il était tellement surcoté qu'il a été énormément médiatisé. À un moment, ça a joué sur sa performance. Donc aujourd'hui, il n'est plus le Clinton qu'on a connu. La preuve, c'est qu'il évolue aujourd'hui dans un club de seconde zone, avec tout le respect que j'ai pour son club en Russie. Maintenant, revenant sur sa compétition, sur la CAN qu'il est en train de réaliser, je trouve qu'il n'est pas bien. Je trouve qu'il n'est pas bon du tout, il faut le dire. Il a eu quelques entrées en jeu qui n'ont jusqu'ici pas convaincu. J'ose croire qu'il pourrait s'améliorer pour la suite, parce que ce genre de joueur, c'est surtout à force de répéter les matchs qu'il pourrait retrouver le rythme, qu'il prenne le rythme. Donc j'ose croire que progressivement, il pourra se mettre dans le bain, il pourra prendre le rythme. Mais sinon, de façon intrinsèque, c'est un joueur qui a vraiment perdu de la crédibilité, avec également des soucis extra-sportifs. On a tous connu des difficultés par lesquelles il est passé. Donc aujourd'hui, c'est un joueur qui doit d'abord se remettre de tout ça. Et je pense que sur le terrain, le fait d'enchaîner les matchs avec les Lions, je pense que ça va venir progressivement. Et on a aussi ce duo d'attaque, Boubacar et Katoko et Kambi. Mais on parlait des remplaçants et qu'on s'appesantisse aussi sur Christian Bassogo, qui jusqu'ici n'a pas véritablement eu un temps de jeu assez considérable par rapport à Clinton Ndjé. Oui, Christian, le cas de Christian, c'est un cas bien à part. Le cas de Christian, je ne sais pas si vous suivez la sélection depuis un certain temps. Je pense que c'est l'un des rares joueurs qui n'a plus joué en club depuis plus de 3 voire 4 mois aujourd'hui. Pour des raisons qu'on connaît tous, avec la pandémie à Covid-19. Quand vous retournez en Chine, vous êtes mis en isolement pour une période, je ne sais pas, d'1 mois et tout. Donc, ce qui faisait que quand il venait en sélection, il y avait des matchs qui se jouaient en l'espace d'1 mois. Donc, il trouvait utile peut-être de rester pour le prochain stage des Lions, parce qu'il se disait, s'il rentre en Chine, il sera mis en isolement et il ne pourra pas jouer en club. Donc, je pense que c'est l'un des joueurs qui n'a pas eu à jouer depuis plus de 3 voire 4 mois. Il a dû se remettre dans des séances d'entraînement individuelles avec le coach Toa pour garder la forme. Et aujourd'hui, il faut dire que peut-être on le réclame parce que jusqu'ici, on n'a véritablement pas vu ce qu'il a fourni sur le terrain. C'est quand même le meilleur joueur de la CAN 2017. Par la suite, également, il a pu signer en Asie où il a performé avec son club. Donc, à l'image des autres, c'est un joueur aujourd'hui qui nous laisse sur notre faim parce que
Je ne sais pas à quand remonte exactement son dernier but remonte face à l'équipe du Malawi. C'était en Afrique du Sud quand on jouait les éliminatoires de la Coupe du Monde. Il s'était illustré en un doublé, ça c'est bien. Mais est-ce que physiquement il sera apte? Je pense que les séances d'entraînement, durant les séances d'entraînement préparatoires à cette Coupe d'Afrique des Nations, le staff technique s'est forcément rendu compte que physiquement le joueur peut-être n'est pas prêt. On essaie de travailler, que ce soit avec les kinésithérapeutes, que ce soit avec le préparateur physique, le staff technique pour pouvoir évaluer les dispositions dans lesquelles il pourrait revenir. Mais le plus important, c'est de savoir qu'il est là et il pourrait être, à la disposition de l'entraîneur dès que le besoin se fera ressentir. Allez, dans ce match Cameroun-Cap-Vert, de bonnes choses. Nous nous sommes élucidés là-dessus. Le Cameroun donc, a fini première équipe avec 7 points. Oui. Déjà dans cette sous-poule A, nous avons eu 13 buts marqués en termes de statistiques. Le Cameroun, 7 points, 7 buts marqués, 3 encaissés. Le Burkina Faso, 4 points, 3 buts marqués. Le Cap-Vert en attente, 4 points, 2 buts marqués. L'Éthiopie, un seul but marqué, 0 points. Alors, sur le cas du Burkina Faso qui s'est qualifié, a fait match nul, 1 point, je veux dire. Sur le cas du Burkina Faso qui s'est qualifié, peut-être. Ouais. Mais faisons des grands signes du côté de la technique. On va d'abord prendre, à la suite de cette rencontre Cameroun-Cap-Vert, la très belle visite rendue aux joueurs par le président de la Fédération camerounaise de football, le 9, comme on aime le dire. J'allais dire Samuel Eto'o. On regarde. Cher Léon, je suis un peu triste ce soir. Et je suis triste parce que je ne vous vois pas heureux. Vous venez d'être qualifié, premier de votre poule. Vous avez toutes les raisons d'être heureux. Toutes les raisons. Je vous vois triste. J'entre ici, pas de musique, pas d'ambiance. Ce n'est pas facile de faire ce que vous avez fait. Vraiment, vous devez être heureux pour ce que vous avez fait, pour vous, mais surtout pour les 27 millions de Camerounais. Nous sommes heureux. Et vous qui avez fait ça, vous êtes triste. Il n'y a pas de raison d'être triste. Il n'y en a pas. Vous devez être fiers et heureux d'avoir accompli votre première mission. Maintenant, on entre dans une autre phase. Vous êtes tous des compétiteurs. S'il vous plaît, reposez-vous. Reposez-vous et reposez-vous. Parce que c'est une phase où on n'aura plus droit à l'erreur. On n'est plus en phase de poule. Là, chaque match est une finale. Donc préparez-vous à combattre. Combattre, les gars. On va combattre pendant chaque rencontre. Peut-être 90 minutes, peut-être plus. Donc, le repos est important, cher. Et soyez heureux. Soyez heureux, parce que quand vous êtes heureux, nous le sommes beaucoup plus. S'il vous plaît, coach, félicitations. Merci de nous rendre heureux. Les Lions, merci une fois de plus. Demain, je vais payer la première partie. Je vois déjà 2 qui s'élèvent. Demain, je vais payer la première partie. C'était le deal. On a pris qualification, je paye. Voilà. J'espère que vous allez ruiner la fédération parce que moi, je vais payer. La fédération à Dans ce genre de match, quand on finit et qu'on a en face le président de la Fédération comme le football, fut-il Samuel Eto'o, lui-même ancien footballeur, recordman des buts en Coupe d'Afrique des Nations, la compétition que vous jouez, vous êtes Aboubacar. Qu'est-ce que ça vous fait? C'est une visite qui sous fond de motivation, c'est-à-dire que on a vu les Lions à l'image des nombreux Camerounais qui ont suivi cette rencontre. Les gars étaient abattus après la rencontre. Les gars, l'objectif pour certains était d'aller chercher ces 3 points. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Donc, ils ont eu ce sentiment d'un goût d'inachevé parce que il fallait forcément avoir le résultat positif. Maintenant, Samuel Eto'o, un grand frère, d'abord parce que c'est ce qu'il faut dire avant d'être le président de la FECAFOOT, pardon. Il est leur grand frère, il est
leur aîné. Il a de l'expérience parce qu'il a, il a traversé ces périodes-là. Il a connu ces difficultés. Donc, en grand frère, il est d'abord venu leur donner un coup de réconfort, leur dire, oui les gars, vous ne vous rendez peut-être pas compte de ce que vous avez réalisé, mais il faut dire que il y a cette satisfaction, celle d'avoir atteint les huitièmes de finale et celle d'avoir fini premier de son groupe. Donc, au lieu d'avoir des mines abattues, au lieu d'avoir des têtes de mort, il faut plutôt essayer de relativiser et surtout se focaliser sur la prochaine rencontre. Maintenant, sous sa casquette de président de la Fédération camerounaise de football, il y a la partie des primes qu'il a évoquée. Ça, c'est la partie importante. On le sait, c'est une partie vraiment à ne pas négliger dans une compétition comme celle-ci, avec cette main mise dans la poche par Samuel Eto'o pour venir en soutien à ces jeunes frères. Donc, je pense que c'est important. C'est important de recevoir une légende comme celle-là dans le vestiaire. Une légende qui a fait ses preuves aussi bien sur le plan national que sur le plan international. Une légende qui a frôlé les plus grands stades du monde entier. Une légende qui a porté les couleurs de l'équipe nationale du Cameroun et qui a soulevé de nombreux trophées avec cette sélection-là. Une légende qui est aujourd'hui le recordman des buts marqués sous la tunique des Lions indomptables du Cameroun. Une légende qui est recordman des buts inscrits en une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations. Donc je pense que c'est important de toujours l'avoir dans les vestiaires et même en dehors des vestiaires, parce que je ne sais pas si vous suivez bien cette formation du Cameroun. À chaque fois que le Cameroun est sur le point de rallier la pelouse pour disputer sa rencontre, Samuel Eto'o est toujours l'un des rares qui les attend devant leur hôtel et qui embrasse chaque joueur, qui le motive, qui les encourage au quotidien pour que la prestation soit celle attendue. Donc je pense que comme supporter, il est toujours à fond. Et vous avez cette image, la façon dont il célèbre le but de Vincent Boubacar face au Cap-Vert. Il est l'un des premiers à sauter de joie, à jubiler. Il est l'un des premiers à vous dire, je suis stressé à chaque match des Lions indomptables du Cameroun parce que j'ai toujours ce côté-là. Et je ne suis pas tranquille quand les Lions jouent. Donc, vous sentez clairement qu'il a gardé cet amour pour le vert rouge jaune. Il est camerounais. Il est là pour apporter son expérience à ses jeunes frères. Ah oui. Il est là pour les soutenir, les accompagner jusqu'au bout. Les Lions indomptables, donc, on va finir par là. Redescendre dans l'arène lundi. Oui, lundi prochain, à partir de 20h, ça sera 20h plus précis, ouais. Et on va rencontrer le meilleur troisième de l'un des sous-poules C, D et E. Oui. Qui est le mieux? Qui est le mieux? Je vais vous obliger à lire sur une boule de cristal. Qui est le mieux là pour nous? Bien sûr, on regarde la physionomie des différentes poules. La poule C, on a le Gabon, le Ghana ou encore le Maroc. Oui, c'est vrai que peut-être ça pourrait être le Ghana, on ne sait jamais, dans la sous-poule ou alors dans la poule C. Quand on regarde la poule D avec l'Égypte, le Nigeria étant déjà qualifié, l'Égypte qui vient en deuxième position, on regarde le Soudan qui est là avec ses 1 point, on regarde la Guinée-Bissau qui est également là. C'est vrai qu'on aurait dit peut-être l'un des deux, la Guinée-Bissau, Soudan, pourrait faire l'affaire. Maintenant, il y a également le groupe E avec des sensations, l'Algérie, des surprises. Sierra Leone, Guinée équatoriale, Côte d'Ivoire. Partant sur le fait que la Côte d'Ivoire terminera certainement première de son groupe et que l'Algérie pourrait réaliser une très belle opération lors de la 3e journée, on part en restant sur le fait que la Guinée équatoriale pourrait être l'un des meilleurs 3e. Je t'assure que je ne pense pas vraiment tirer un adversaire favorable pour le Cameroun parce que cette compétition nous a prouvé que même les plus petits pouvaient battre les plus gros. Donc il faut juste bien se préparer, peu importe l'adversaire, peu importe qui sera sur le chemin du Cameroun. Le plus important, ce n'est pas forcément se focaliser sur l'adversaire, c'est de se focaliser sur nous, sur notre préparation, sur nos forces, travailler pour nos faiblesses, travailler à les corriger afin qu'on puisse mieux aborder ce 8e de finale, peu importe l'adversaire qui sera en face de nous. Alors, le regard que vous portez sur les deux autres équipes de cette sous-poule A, le Burkina Faso qui est qualifié et le Cap-Vert qui également est en attente de son mérite peut-être de la 3e place, c'est dire quand même que ce Burkina Faso qui a perdu son premier match d'entrée de jeu, c'était mal embarqué, mais là se repositionne et est qualifié. C'est un exploit. Elle a surtout su gérer son 2e match parce que c'est jamais évident de disputer les premiers matchs face aux pays organisateurs. Là, elle a laissé toute
toute son énergie dans cette rencontre, mais heureusement pour elle, elle a eu le temps de récupérer pour se relancer face au Cap-Vert avec bien sûr cette victoire sur le score de 1-0. Maintenant, lors de la troisième journée, elle a surtout réussi à ouvrir la marque. Mais derrière, il y a ce penalty qu'elle concède. Je pense que en 3 rencontres disputées, le Burkina Faso a concédé 3 penaltys. C'est peut-être l'un des maillons faibles de cette équipe-là. Donc, c'est-à-dire le secteur défensif qui concède énormément de penalty. Je pense que si l'entraîneur Kamo Malo se penche réellement sur ce point-là, sur ce point faible-là, et le travaille suffisamment avant le 8e de finale, il y a de fortes chances qu'on puisse retrouver cette formation en quart de finale. Maintenant, parlant du reste de l'effectif, il faut dire que c'est également une formation qui n'a pas été épargnée depuis le début de cette compétition, avec des nombreux cas de Covid qui ont été détectés, avec Bertrand Traoré lors de la deuxième journée face au Cap-Vert, qui était absent mais qui a fait son retour. Lors de la troisième journée, il y a eu Edmond Tapsoba qui était absent face au Cameroun, toujours pour les mêmes raisons. L'entraîneur aussi, Kamo Malo, qui avait été absent pour des causes de Covid. Donc il faut dire que cette sélection n'a pas énormément été... elle n'a pas énormément été gâtée pour ce qui est de cette phase de groupe, notamment concernant son effectif. Maintenant, si pour son 8e de finale, elle a à sa disposition le gros de son effectif, il y a de fortes chances qu'elle puisse aller jusqu'au bout. Maintenant, le contexte sanitaire voudrait qu'il y ait toujours ces petits pépins. Il va falloir faire avec. On attend. Kamo Malo, c'est un entraîneur expérimenté, on le sait. Pour l'instant, il est en train de bien manager son effectif. Il le fait très bien. On l'a vu durant les éliminatoires de la Coupe du Monde. On l'a vu même par la suite. Et aujourd'hui, il est au Cameroun. On espère que ce contexte sanitaire, avec tout le protocole Covid entourant la compétition, ne viendra véritablement pas décimer son effectif pour qu'il puisse aborder au mieux le 8e de finale qui s'annonce dès dimanche prochain, parce qu'il faut le dire, je pense qu'ils seront même les premiers à descendre dans l'arène dès dimanche prochain à partir de 17h pour disputer leur 8e de finale. Allez, nous allons respecter notre programme. On va prendre un break et venir pour la deuxième et dernière partie de l'émission. Et cette fois-là, c'est notre rubrique habituelle, le baromètre de la Coupe d'Afrique des Nations. On va se plonger dans le groupe D avec la qualification dans la douleur du Sénégal et le pari tenu par la Guinée. A tout de suite, restez dans notre cher ces footistes.